La vallée du Mississippi est à tout prendre la plus magnifique demeure que Dieu ait jamais préparée pour l'habitation de l'homme, et pourtant on peut dire qu'elle ne forme encore qu'un vaste désert. Sur le versant oriental des Alleghanies, entre le pied de ces montagnes et l'océan Atlantique, s'étend une longue bande de roches et de sable que la mer semble avoir oubliée en se retirant. Ce territoire n'a que 48 lieues de largeur moyenne, mais il compte 390 lieues de longueur. Le sol, dans cette partie du continent américain, ne se prête qu'avec peine aux travaux du cultivateur. La végétation y est maigre et uniforme. C'est sur cette côte inhospitalière que se sont d'abord concentrés les efforts de l'industrie humaine. Sur cette langue de terre aride sont nées et ont grandi les colonies anglaises qui devaient devenir un jour les États-Unis d'Amérique. C'est encore là que se trouve aujourd'hui le foyer de la puissance, tandis que sur les dernières s'assemblent presque en secret les véritables éléments du grand peuple auquel appartient sans doute l'avenir du continent. Quand les Européens abordèrent les rivages des Antilles et plus tard les côtes de l'Amérique du Sud, ils se crurent transportés dans les régions fabuleuses qu'avaient célébrées leurs poètes. La mer étincelait des feux du tropique, la transparence extraordinaire de ces eaux découvrait pour la première fois aux yeux du navigateur la profondeur des abîmes. Çà et là se montraient de petites îles parfumées qui semblaient flotter comme des corbeilles de fleurs sur la surface tranquille de l'océan. Tout ce qui dans ces lieux enchantés s'offrait à la vue semblait préparé pour les besoins de l'homme ou calculé pour ses plaisirs. La plupart des arbres étaient chargés de fruits nourrissants, et les moins utiles à l'homme charmaient ses regards par l'éclat et la variété de leurs couleurs. Dans une forêt de citronniers odorants, de figuiers sauvages, de myrtes à feuilles rondes, d'acacias et de lauriers roses, tout entrelacés par des lianes fleuries, une multitude d'oiseaux inconnus à l'Europe faisaient étinceler leurs ailes de pourpre et d'azur et mêlaient le concert de leurs voix aux harmonies d'une nature pleine de mouvement et de vie. La mort était cachée sous ce manteau brillant, mais on ne l'apercevait point alors, et il régnait d'ailleurs dans l'air de ces climats je ne sais quelle influence énervante qui attachait l'homme au présent et le rendait insouciant de l'avenir. L'Amérique du Nord parut sous un autre aspect. Tout y était grave, sérieux, solennel. On eût dit qu'elle avait été créée pour devenir le domaine de l'intelligence comme l'autre, la demeure des sens. Un océan turbulent et brumeux enveloppait ses rivages. Des rochers granitiques ou des grèves de sable lui servaient de ceinture. Les bois qui couvraient ses rives étalaient un feuillage sombre et mélancolique. On n'y voyait guère croître que le pin, le mélèze, le chêne vert, l'olivier sauvage et le laurier. Après avoir pénétré à travers cette première enceinte, on entrait sous les ombrages de la forêt centrale. Là se trouvaient confondus les plus grands arbres qui croissent sur les deux hémisphères. Le platane, le catalpa, l'érable à sucre et le peuplier de Virginie entrelaçaient leurs branches avec celles du chêne, du hêtre et du tilleul. Comme dans les forêts soumises au domaine de l'homme, la mort frappait ici sans relâche. Mais personne ne se chargeait d'enlever les débris qu'elle avait faits. Ils s'accumulaient donc les uns sur les autres. Le temps ne pouvait suffire à les réduire assez vite en poudre et à préparer de nouvelles places. Mais au milieu même de ces débris, le travail de la reproduction se poursuivait sans cesse. Des plantes grimpantes et des herbes de toute espèce se faisaient jour à travers les obstacles. Elles rampaient le long des arbres abattus, s'insinuaient dans leur poussière, soulevaient et brisaient l'écorce flétrie qui les couvrait encore et frayaient un chemin à leurs jeunes rejetons. Ainsi, la mort venait en quelque sorte y aider à la vie. L'une et l'autre étaient en présence, elles semblaient avoir voulu mêler et confondre leurs œuvres. Ces forêts recelaient une obscurité profonde,
1000 ruisseaux dont l'industrie humaine n'avait point encore dirigé le cours y entretenaient une éternelle humidité. À peine y voyait-on quelques fleurs, quelques fruits sauvages, quelques oiseaux. La chute d'un arbre renversé par l'âge, la cataracte d'un fleuve et le mugissement des buffles et le sifflement des vents y troublaient seuls le silence de la nature. À l'est du grand fleuve, les bois disparaissaient en partie. À leur place s'étendaient des prairies sans bornes. La nature, dans son infinie variété, avait-elle refusé la semence des arbres à ces fertiles campagnes? Ou plutôt, la forêt qui les couvrait avait-elle été détruite jadis par la main de l'homme? C'est ce que les traditions ni les recherches de la science n'ont pu découvrir. Ces immenses déserts n'étaient pas cependant entièrement privés de la présence de l'homme. Quelques peuplades erraient depuis des siècles sous les ombrages de la forêt ou parmi les pâturages de la prairie. À partir de l'embouchure du Saint-Laurent jusqu'au delta du Mississippi, depuis l'océan Atlantique jusqu'à la mer du Nord, ces sauvages avaient pris entre eux des points de ressemblance qui attestaient leur commune origine. Mais du reste, ils différaient de toutes les races connues. Ils n'étaient ni blancs, comme les Européens, ni jaunes, comme la plupart des Asiatiques, ni noirs comme les nègres. Leur peau était rougeâtre, leurs cheveux longs et luisants, leurs lèvres minces et les pommettes de leurs joues tressaillantes. Les langues que parlaient les peuplades sauvages de l'Amérique différaient entre elles par les mots, mais toutes étaient soumises aux mêmes règles grammaticales. Ces règles s'écartaient en plusieurs points de celles qui jusque-là avaient paru présider à la formation du langage parmi les hommes. L'idiome des Américains semblait le produit de combinaisons nouvelles. Il annonçait de la part de ses inventeurs un effort d'intelligence dont les Indiens de nos jours paraissent peu capables.